Bienvenue dans Capital Humain 3.0, le podcast qui explore les nouvelles façons de penser le travail, le leadership et la transformation des organisations. Je suis Johan Darquest et dans chaque épisode, je vous propose un regard décalé, éclairé et profondément humain sur les enjeux RH, managériaux et sociétaux d'aujourd'hui. Prêt à remettre du sens, de la conscience et de l'intelligence collective au cœur de nos pratiques? Alors c'est parti! Alors bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Capital Humain 3.0. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de recevoir Jérôme Friteau qui va parler un petit peu de sa vision des RH. Et le titre de l'émission, c'est Réinventer la fonction RH dans le service public. Et donc bienvenue Jérôme. Eh bien, merci beaucoup, Johan, pour cette invitation. Bonjour à toutes et à toutes. C'est un grand plaisir. Alors on va commencer notre émission par une question très simple, c'est qu'il y en a qui vont certainement te découvrir, Jérôme. Est-ce que, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous partager en quelques étapes clés ton parcours qui t'a conduit à la CNAV? Alors, mon parcours, j'ai commencé par des études de droit. Donc, j'ai un master en droit privé. J'ai eu une première expérience en cabinet d'avocat. J'ai le chemin qui m'avait un court temps intéressé. Et puis, je me suis rendu compte que ça n'allait pas être fait pour moi. Et très vite, j'ai eu une première expérience dans le milieu de la protection sociale au sein de l'ACOS, qui est la grande banque des organismes de sécurité sociale, celle qui chapeaute l'ensemble des URSSAF. J'étais juriste et j'ai évolué vers des missions de chargé de projet juridique, d'animateur d'un réseau de correspondants juridiques régionaux. Très vite, j'ai évolué vers de la gestion de projet, du management de projet assez important. Et là, j'ai passé un concours en interne euh, dans une école qui est malheureusement assez méconnue, qui s'appelle l'EN3S, qui est l'école des dirigeants de la protection sociale, qui est basée à Saint-Étienne. Donc une école avec une formation que j'ai suivie pendant 18 mois et qui m'a donné un master 2 en ingénierie de la protection sociale. Après, j'ai eu une expérience purement managériale dans une caisse d'assurance maladie, 200 personnes sur un immense open space. Donc j'ai pu appréhender les notions de management sur des grosses équipes. Et ensuite, je me suis dirigé vers un premier poste de direction au sein de la CNAV, avec la direction des agences retraite de Paris et du 93, avec une grosse réorganisation à conduire sur un collectif de 400 collaborateurs réunis sur plusieurs sites. Donc, une expérience très enrichissante qui m'a permis de commencer à toucher du doigt pas mal d'enjeux RH, dont le dialogue social, puisque je présidais une délégation du personnel dans le 93, ainsi qu'un CHSCT. Et puis m'a été proposé le poste de DRH de l'ensemble de l'organisation, donc près de 4000 collaborateurs dans une caisse nationale, organisme national et organisme régional à la fois. Ça, c'était en 2014 et j'ai accepté ce défi-là. Et puis, un nouveau directeur général qui est arrivé en 2016 m'a proposé en 2018 d'être DRH groupe, entre guillemets, donc d'animer le réseau des DRH de nos entités régionales qui s'appellent les CARSAT. Et donc, j'ai cumulé les deux casquettes depuis cette période-là, 2018, DRH opérationnel sur une très grosse entité qui a plusieurs casquettes, et puis animateur d'un réseau de DRH, et puis animateur aussi de notre dynamique RH, de notre politique RH nationale, donc sur un collectif global de 14 000 collaborateurs. On pourrait même dire 18 000 selon les manifestants, puisque les CARSAT, c'est 18 000 collaborateurs avec certaines missions qui ne dépendent pas de la CNAV, mais qui dépendent de l'assurance maladie. Et puis, dans les éléments saillants, depuis 3 ans, j'ai le plaisir aussi d'avoir une mission d'enseignement. Alors, depuis plus de 3 ans à l'EN3S, mon ancienne école, mais aussi à Sciences Po Paris,
où j'accompagne des étudiants en Master 2 de l'école Affaires publiques dans leur démarrage avec la vie professionnelle, dans leur alternance en entreprise et en organisme public. Exercice qui me plaît beaucoup puisque je les suis pendant un semestre en binôme avec une personne que j'aime beaucoup, qui est très différente de moi, mais un binôme du coup très complémentaire avec la directrice diversité et inclusion de L'Oréal. Donc, tu vois, quelque Ok. chose de très différent, un parcours très différent mais très complémentaires. Et puis, j'ai eu le plaisir aussi d'évoluer pendant 3 ans au sein du Lab RH en étant administrateur de ce bel écosystème innovant. Donc, une association qui fait côtoyer les grands groupes avec les startups. Donc, j'ai abandonné mon mandat il y a quelques mois pour justement faire tourner un peu les administrateurs, mais c'était une belle expérience aussi. En tout cas, un parcours très riche. Et en préparant l'émission, il y a, avant de te connaître, il y a quelque chose qui m'a interpellé, c'est que dans ton appellation, euh, tu as transformé ressources humaines en relations humaines. Ça, je trouve ça très intéressant. Et est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui a motivé ce choix, qui est quand même un choix fort? Alors, ce changement d'intitulé, il a eu lieu en 2018, quand justement j'ai proposé à ma direction d'être hybride entre direction RH groupe et direction RH opérationnelle. On a changé le nom. Alors, déjà pour une raison un peu pragmatique, c'est que j'ai pas une approche comptable des ressources humaines. On a d'ailleurs une direction de la performance et des moyens au sein de l'assurance retraite Caisse nationale qui fait très bien son travail et qui a la responsabilité du pilotage des effectifs de l'ensemble des entités CARSAT-CNAV. Donc, je ne considère pas, moi, même si évidemment que j'ai le rôle d'essayer d'accompagner sur le terrain la répartition des effectifs entre les différents métiers, mais je considère aujourd'hui que ma mission est davantage basée sur la relation humaine que sur une approche comptable de la ressource humaine. Et je trouve que aujourd'hui, nos priorités qui sont sur l'engagement au travail, sur la qualité de vie et les conditions de travail, sur la transformation des modes de collaboration, sur le dialogue social, au sens large du terme, sont finalement des éléments constitutifs de relations humaines bien plus que d'une gestion des ressources. Je comprends mieux le sens et effectivement, il y a une logique dans tout ça. Et alors après, moi, la question que j'aimerais te poser, c'est qu'est-ce qui t'anime personnellement dans ton rôle, dans ta fonction de tous les jours en tant que directeur des relations humaines, justement, dans un grand service comme la CNAM, une mission de service public. Alors, la mission de service public, elle m'anime depuis fort longtemps, plus de 20 ans maintenant, et j'y suis toujours. Donc, c'est que ces missions de service public continuent à m'animer, même si je regarde de très près aussi les pratiques RH dans le monde du privé, et j'ai la chance d'évoluer dans différents écosystèmes, des think tanks, des associations, des cercles de RH qui sont nombreux, hein, et qui permettent quand même de voir un peu ce qui se passe dans le monde du privé. Et j'ai beaucoup de collègues, de pairs que je respecte énormément dans le privé. Mais c'est vrai que cette mission de service public me tient à cœur, hein. Elle contribue quand même au sens de l'action. Euh, Qu'est-ce qui m'anime? C'est vrai que moi, je suis tombé dans la fonction RH très tardivement, hein, finalement, puisque j'ai pas une formation RH initiale. J'avais déjà, on va dire, une douzaine d'années d'expérience professionnelle et de management de grosses équipes derrière moi. Et c'est vrai que je suis tombé dans la marmite, ça m'a beaucoup plu. Et ce qui me plaît beaucoup dans ce métier-là, c'est la richesse des activités et sa diversité. Je m'explique, je pense que ça s'est renforcé notamment depuis que j'exerce finalement la double casquette de DRH opérationnel et de DRH groupe, avec une place quand même au COMEX qui me permet d'avoir une vision assez globale finalement de la stratégie du service public.
Mais je crois que ce qui me plaît le plus, c'est de prendre l'ascenseur. J'aime bien cette image d'ascenseur entre l'opérationnel et le stratégique. Et ça, je le fais plusieurs fois dans la journée. Entre l'individuel et le collectif, il m'arrive à 9h30 d'avoir un entretien individuel et puis d'être potentiellement une demi-heure après en CSE à présenter des projets de transformation. Et puis l'après-midi, d'animer une réunion avec les DRH de CARSAT de toute la France pour affiner des enjeux de stratégie nationale. Ça me plaît beaucoup. Cette dimension, finalement, on se place sur des terrains très différents et avec, pour moi, le souci de ne jamais être trop aérien, c'est-à-dire déconnecter les enjeux du réel. Et ça, je trouve qu'on arrive à conserver ça sur une fonction RH, même nationale, à condition évidemment de conserver ce lien avec le réel, avec le terrain, avec les salariés, avec les managers, avec les directions. Alors justement, c'est intéressant ta vision à la fois macro, micro et opérationnelle et stratégique. Alors justement, dans la logique du titre de l'émission, c'est ta fonction RH, souvent, elle est perçue, enfin, en général, comme très normative, surtout dans le secteur public. Et selon toi, qu'est-ce qu'il faut pour réinventer en priorité cette fonction aujourd'hui? Alors, dans le service public, mais de manière plus générale, dans l'ensemble des organisations. Je, je dirais que moi, ce qui m'importe depuis le début que j'occupe cette fonction-là dans le service public, c'est de marteler le message que les RH ne doivent plus être seulement gestionnaires, comme je le vois beaucoup trop encore finalement dans les organismes publics, avec cette vision de la fonction support au sens gestionnaire et administratif du terme, mais devenir finalement plutôt des acteurs stratégiques du changement collectif. Si je devais résumer pour moi la trajectoire que doivent prendre les RH publics, c'est passer d'une logique de gestion à une logique de mission, c'est-à-dire ne plus se limiter à gérer des effectifs, mais essayer de relier chaque recrutement, chaque parcours, chaque compétence, justement aux grands défis qui sont devant nous. Et les défis des organisations publiques sont extrêmement riches, avec des contraintes de moyens de plus en plus fortes. Et c'est là qu'il faut être de plus en plus créatif, hein, parce que quand on a des coups de rabot de manière assez mécanique, il nous faut innover en permanence et faire de l'innovation frugale. Et la fonction RH doit y contribuer, y compris sur le repérage des compétences et des personnes à potentiel. Pouvoir relier justement ces missions avec le sens du service public, en faire un levier d'attractivité de fidélisation. Ça, je dirais que ce premier bloc, il est extrêmement important, passage d'une logique de gestion à une logique de mission. Ensuite, c'est mettre l'humain au cœur et pas seulement le statut. Quand bien même, moi, je suis dans un service public un peu particulier. Le service public de la sécurité sociale n'est pas un service public composé de fonctionnaires, contrairement aux idées reçues. Il n'y a personne, il n'y a pas de salariés, enfin d'agents sous statut de fonctionnaires, à l'exception justement des dirigeants. J'ai un directeur général qui est nommé en Conseil des ministres, qui est un haut fonctionnaire, etc. Mais sinon, tous nos recrutements sont faits sur des contrats de droit privé, mais je pense qu'il faut se sortir d'une culture statutaire, d'une culture hiérarchique également, hein, qui va souvent avec, pour aller vers une gestion de parcours individualisé, d'équité, de rémunération aussi davantage au mérite, à la performance, plus collective qu'individuelle d'ailleurs. Euh, et je pense que cette mise de l'humain au cœur, qui est très galvaudée, je trouve, c'est une formule qu'on retrouve un peu partout, euh, elle a un sens, c'est-à-dire que elle doit permettre justement de porter une attention plus forte à l'individu et pas simplement au numéro de l'agent qui effectue une mission processée. Donc ça, c'est très important. Troisième bloc, c'est d'oser
à la fois la co-construction, mais aussi l'ouverture. Et c'est vrai que le service public a parfois cette tendance de se dire que tout ce qui se passe à l'extérieur n'est pas transférable dans le service public. Moi, je pense que c'est faux en matière RH. Donc, il faut s'inspirer. Il faut prendre des démarches, qu'elles soient publiques ou privées, comme moyen de s'inspirer. Et puis, les RH publics doivent s'ouvrir davantage à un dialogue social beaucoup plus mature, largement rénové, doit s'ouvrir aussi aux usagers. Alors nous, on les appelle les assurés, nos clients captifs, que ce soit des partenaires privés, des associations, voire des citoyens au sens large. On doit s'ouvrir finalement à tout ça pour co-construire quelque chose de beaucoup plus moderne que finalement de simples process. Puis le quatrième pan, c'est pour une fonction RH dans le public, c'est devenir pilote des transformations. Je pense qu'on doit être au premier rang face à beaucoup d'enjeux aujourd'hui, que ce soit la transition écologique, la transformation et les mutations technologiques qu'on observe, y compris dans le service public, la lutte contre les inégalités, la diversité, l'inclusion, l'impulsion de nouvelles formes de management plus collaboratives, moins verticales, moins ancré aussi sur l'égalité de traitement, qui est un marqueur très fort dans notre exercice de mission de service public, mais qui ne doit pas forcément se retrouver dans la manière de manager. Là, il faut qu'on introduise beaucoup plus d'équité, beaucoup plus de sur-mesure, qui sont un peu les attentes exprimées aujourd'hui par les salariés. Voilà un peu comment je résumerai les choses en matière de mutation de la fonction RH dans le service public. Alors c'est intéressant et tu as abordé justement la caractéristique et le fait de s'inspirer aussi du privé mais souvent on entend dire que le service public, alors peut-être à juste raison, hein, je pense aussi, c'est un terrain particulier pour innover sur la fonction RH, et en quoi justement le service public ça pourrait l'être, a fortiori par rapport au privé? Est-ce que tu as une vision par rapport à ça? Oui, bien sûr que c'est un terrain particulier parce que, contrairement au, au privé, on n'a pas des moyens, et notamment, je pense à des pairs que j'ai rencontrés qui exercent en grand groupe, qui ont des moyens parfois assez exorbitants sur la fonction RH, qui peuvent investir au quotidien sur des nouvelles applis, sur des nouveaux services, pouvoir transformer la gestion de leurs data de manière spectaculaire en quelques mois, avec d'ailleurs une gestion de délai qui est pas du tout la même. Pour nous, le sujet budgétaire est quand même très prégnant. Le sujet de la confidentialité et du caractère précieux de nos données est extrêmement important aussi. La sécurisation de notre SI l'est aussi. Donc, ça vaut pour le SIRH comme ça le vaut pour les données des Français dans notre système d'information. Et tout ça est un élément à prendre en considération, notamment sur tout ce qu'on peut appeler innovation technologique RH, nouveaux services, digitalisation RH, etc. C'est des éléments qui sont quand même, d'une certaine manière, des freins, même si l'enjeu est noble. L'enjeu de protection des données et évidemment et de protection des systèmes d'information est tout à fait noble. Ensuite, comment on peut innover et pourquoi on peut innover? Euh, je pense que déjà, il faut donner le goût de cette culture. C'est-à-dire que si on avait donné d'un seul coup une perche à Renaud Lavillenie, il n'aurait peut-être pas été sur des records de France ou du monde en saut à la perche. Il a fallu qu'il s'entraîne, même s'il avait des aptitudes personnelles qui pouvaient, comme n'importe quel grand sportif de haut niveau, qui peut lui donner une supériorité presque surhumaine dans sa discipline, il y a quand même à un moment donné la montée en confiance, l'entraînement, le travail. Et je pense que l'innovation n'est pas complètement dans l'ADN historique du service public qui est neutre, qui est
sans odeur ni couleur, qui ne doit pas être à l'initiative forcément des nouvelles législations, réglementations, puisque pour ça, on a un Parlement, on a des décideurs politiques qui ont cette responsabilité-là. Et donc, l'innovation n'est pas pleinement dans notre ADN. Pour autant, il suffit d'entraîner la machine. C'est-à-dire que moi, je ne crois pas du tout que les agents du service public ou les salariés de service public, en ce qui concerne le service public que je connais le mieux, n'ont pas d'aptitude à l'innovation. Simplement, il faut créer un environnement propice à exprimer cette innovation sur un terrain de jeu qui est normé, donc qui est quand même un peu limité. C'est-à-dire que à la différence de Uber ou d'Amazon, on ne peut pas créer de manière illimitée de nouveaux services, de nouvelles technologies, de nouvelles manières de faire. Parce que déjà, on doit respecter finalement des textes qui nous guident, des systèmes d'information qui doivent être extrêmement solides et qui ne permettent pas forcément d'être à la dernière technologie utilisable. Et puis, on doit aussi finalement s'assurer que le service il soit délivré de la même manière à quelqu'un qui vit en ville ou en campagne, qui a 35 ans ou qui en a 75. Et ça nous diffère quand même pas mal du privé. Là, je parle mission de service public, mais finalement, en RH, ça se décline assez bien, c'est-à-dire que tous les services qu'on va proposer ne seront pas adressés à un seul type de salarié, à une seule génération, à un seul modèle de diplôme qu'on va recruter. On a 140 métiers différents dans le service public de la retraite. Ça va du téléconseiller sur une très grande plateforme qui doit assurer une très grosse mission d'accueil téléphonique de premier niveau à des data scientists ou des juristes de premier niveau, enfin d'excellent niveau, qui vont être en échange et en discussion avec le gouvernement. Donc, on a des publics très variés, on est beaucoup moins homogène finalement qu'une entreprise lambda. Donc, il nous faut finalement nous adapter à cette situation-là. Et c'est aussi ce qui fait tout l'intérêt d'innover sur un terrain de jeu qui est immense et à géométrie très variable. Alors, c'est intéressant tout ça et j'aimerais bien maintenant qu'on puisse un peu rentrer un peu dans l'envers du décor de la CNAV. Et notamment, tu as porté des projets qui sont assez précurseurs. Alors, face à un peu à cette société qui vit des profondes mutations, donc on a un petit peu effleuré les choses, mais l'équilibre vie pro, vie perso, les nouvelles attentes des générations, la notion de quête de sens aussi. Comment ces enjeux, dans un organisme comme la CNAV, se traduisent-ils? Alors, ce qui est intéressant, c'est justement là la double casquette que je peux avoir de DRH réseau, nous dans notre jargon, donc DRH avec une mission d'animation nationale et en même temps DRH opérationnel. Ça nous permet de travailler en co-construction avec 15 autres DRH qui représentent chacun des enjeux locaux qui peuvent être non pas complètement différents, mais en tout cas qui peuvent être à géométrie un petit peu variable. Pour ça, on a travaillé notamment avec l'appui d'un designer de service avec qui je collabore depuis maintenant quelques années, qui était un peu un ovni à l'époque quand on a entamé notre collaboration. On a travaillé sur un cahier de tendance RH pour l'ensemble du réseau de l'assurance retraite. Et au sein de ce cahier de tendance RH, on en est déjà à la deuxième saison parce qu'on l'a réactualisé post-Covid après quand même des enjeux qui ont profondément évolué et très rapidement évolué. On essaye d'identifier justement des tendances sociétales qui ont une influence sur nos métiers de la ressource humaine et puis, traduction de ces déclinaisons de ces influences sociétales en matière d'enjeux et d'objectifs qu'on se fixe pour une période donnée de plusieurs années, avec des travaux de fond à conduire qui dépassent finalement les enjeux de pure gestion RH opérationnelle. Donc, ça passe par
typiquement un enjeu sur l'engagement, où on va travailler sur l'ancrage d'une transformation managériale qui va induire des dispositifs d'accompagnement des managers sur la question de l'hybridation du travail, sur le management par le sens plutôt que par le contrôle et la mesure permanente, sur une réinvention de la notion de management de la performance. Ça va passer aussi par un cadre de travail facilitant et sécurisant, donc essayer de revisiter les dynamiques sur la qualité de vie au travail, sur l'usure professionnelle, sur la santé mentale, sur ce que j'évoquais tout à l'heure, le passage de l'égalité de traitement à l'équité, et assumer un traitement différencié, ce qui n'est pas tout à fait naturel et instinctif dans le service public au niveau du management. Je prends quelques exemples, mais il y en a bien d'autres, puisque finalement, dans ce cahier de tendance, on va parler des nouvelles attentes des salariés, comme on va parler du défi de la complémentarité humain-technologie, d'un monde toujours plus incertain et complexe qui nous invite à réinventer aussi nos offres de services et notre manière finalement de peut-être un peu moins sécuriser, border nos projets RH et les rendre plus agiles, mais aussi une demande d'exemplarité dans la RSE avec la transition écologique. C'est des sujets sur lesquels on avance en commun à l'échelle nationale et sur lesquels on essaye d'animer une dynamique de valorisation des initiatives qui sont prises localement dans chaque région, qu'on appelle pépites RH, et qui viennent finalement alimenter ce travail-là. Alors, est-ce que c'est sur cette même logique que vous avez travaillé pour mettre en place notamment la semaine de 4 jours? Parce que je sais que, en plus, en ce moment, c'est un sujet qui est assez récurrent. Est-ce que vous avez travaillé dans cette même logique? Alors, la semaine en 4 jours, parce que pour le coup, Oui, on n'a pas changé la durée hebdomadaire de travail, donc on l'appelle bien semaine en 4 jours. Ça, c'est plus une initiative qu'on a prise à notre niveau, donc pour la Caisse nationale, initiative qui est venue du dialogue social, alors sur une idée que j'avais eue post-Covid, qui visait notamment au démarrage à essayer de réduire le fossé qu'on avait constaté entre les travailleurs, les salariés qu'on a réussi à protéger intégralement pendant toute la période de crise sanitaire en les laissant à domicile et en leur permettant de travailler de chez eux à 100%. Et puis celles et ceux qui sont pas très nombreux mais qui existent encore chez nous, qui ont un métier pas télétravaillable ou très peu télétravaillable, et qui étaient un peu en première ligne et qui ne sont pas d'ailleurs forcément les mieux rémunérés de notre organisation. Je trouvais que ce fossé était un peu dangereux, un peu pouvant être considéré comme injuste, notamment à la sortie de la crise où on a consolidé finalement une trajectoire de télétravail extrêmement ambitieuse. Et donc, la négociation que j'ai portée devant les partenaires sociaux, elle s'est appuyée sur cette priorité-là, ou en tout cas cette intuition-là. On l'a élargie depuis, même si on a gardé une priorité d'accès à la semaine en 4 jours aux personnes qui ont peu accès au télétravail. Maintenant, on a élargi, mais c'était effectivement un travail qui était plus local que national, même si aujourd'hui, certaines CARSAT s'inspirent de notre expérimentation, s'appuient sur les travaux d'évaluation qu'on a fait, notamment avec le recours à des chercheurs en neurosciences qui nous ont aidés à travailler sur des aspects qui constituaient pour nous des angles morts, sur la charge mentale, sur la fatigue, sur les enjeux en matière d'impact sur la vie familiale, par exemple. On s'est appuyé sur une démarche qui est tout à l'honneur du service public, c'est-à-dire que nous, quand on expérimente, on fait quand même les choses à fond. C'est-à-dire que notamment nos partenaires sociaux exigent d'avoir des indicateurs précis, de pouvoir avoir des retours argumentés pour essayer de sécuriser au maximum les expérimentations qu'on mène, notamment sur l'organisation du travail et la charge mentale. alors par rapport à tout ce qui vient d'être dit, on voit bien que l'humain, justement, est présent au cœur de votre organisation, en tout cas enfin, que vous essayez de le porter collectivement. Et on parle de plus en plus de performance sociale, justement,
en la mettant en perspective par rapport à la performance économique. Euh, Comment, selon toi, tu pourrais la définir, la performance sociale, et qu'est-ce que ça représente dans votre organisation? Euh, pour moi, la performance sociale, c'est c'est, finalement les principes, les actions, les mesures qu'on va mettre en place pour la protection, le développement de nos salariés. Euh, et, euh, et c'est quelque chose qui, évidemment, vient traduire dans des objectifs sociaux les valeurs sociales de l'organisation. Donc, comment on travaille sur cet enjeu-là? Je dirais que je le vois un peu comme finalement les deux jambes d'une organisation. Il y a une jambe qui est sur le ressenti, c'est-à-dire le ressenti très direct des collaborateurs. Pour ça, on a mis en place un baromètre social digital. On travaille avec une start-up depuis maintenant 7 ans qui s'appelle Octomine, qui en plus nous permet d'avoir de l'IA embarquée dans l'outil et qui nous permet déjà à minima 2 fois par an dans toute la France d'interroger tous nos salariés sur un certain nombre de questions clés et de questions thématiques plus ponctuelles, comme la diversité et l'inclusion, comme l'impact de l'IA sur leur métier. Là, on va être sur des thèmes plus ciblés et ponctuels, mais on va avoir aussi des questions au long cours, comme est-ce que vous recommanderiez à vos proches de travailler dans votre organisation, pour mesurer le ressenti des collaborateurs sur leur charge de travail, sur leur fatigue, sur justement la recommandation de leur employeur. Ça, c'est le ressenti, c'est la première jambe. La deuxième, elle est plus sur des indicateurs que je qualifierais d'indicateurs en dur. Et là, pour le coup, on a monté à l'échelle nationale un dispositif grâce à mon pôle de pilotage RH, un certain nombre d'indicateurs de performance sociale qu'on complète actuellement avec le concours d'une autre startup qui s'appelle Social Score, qui s'appuie sur beaucoup de data RH et qui nous permet de scorer un panel d'indicateurs. Au total, je pense qu'on est sur 170 indicateurs réunis dans 7 grands groupes, dans 7 indices de performance qui couvrent l'inclusion, qui couvrent la QVT, qui couvrent l'employabilité, qui couvre le dialogue social, l'hygiène, la sécurité, l'impact social, et qui nous permettent comme ça de cerner notre performance sociale. Si on arrive à croiser ressenti à travers le baromètre social digital, et puis par ailleurs sur toute la data qu'on essaye de collecter, par exemple dans le dispositif d'évaluation individuelle qui nous a conduit, après revisite il y a quelques années, à engranger beaucoup de data aussi sur le ressenti des collaborateurs, le ressenti de la charge de travail, etc. Plus la deuxième jambe sur des objectifs, sur des indicateurs beaucoup plus chiffrés, tels que l'absentéisme, tels que le recours aux expertises, tels que voilà, plein de sujets comme ça qui nous permettent en plus de nous comparer à l'échelle nationale. On a finalement une approche, à mon sens, assez intéressante de la performance sociale qui nous permet de faire un lien aussi avec la performance économique du service public. Et justement, est-ce que dans cette logique-là, tu parlais justement de ton action auprès des acteurs de terrain, est-ce que, enfin, quelle place, de manière générale, vous donnez aux managers dans cette dynamique? Est-ce que ce sont est-ce qu'ils se saisissent de ces indicateurs de performance sociale au quotidien, dans leur rituel? Comment ça se passe concrètement avec les managers de proximité? Alors typiquement, la logique de barométrie sociale, c'est quelque chose qui, dans mon environnement, a déjà plus de 15 ans, je dirais même 20, avec des grandes enquêtes qui au départ étaient annuelles, qui sont aujourd'hui tous les 3 ans, organisées par un grand institut de sondage, et qui justement étaient peu appréhendables par le manager parce que les données compilées qu'elles offraient avaient un intérêt beaucoup plus pour le dirigeant que pour le manager. La différence avec ce qu'on a mis en place avec justement une start-up et de l'IA embarquée, c'est que ça permet d'offrir
une console de pilotage à chaque manager d'une équipe de plus de 5 personnes. En dessous de 5 personnes, on ne donne pas les résultats à l'échelle du manager de proximité pour ne pas briser la confidentialité des réponses. Ces éléments-là, maintenant, on les organise en routine et on essaye, nous, à l'échelle RH, de réaliser des compilations, des synthèses pour que le manager puisse comparer les résultats de son équipe avec un écosystème plus large. La difficulté, et ce sur quoi on est encore en train de travailler aujourd'hui, notamment dans un dispositif de management, de formation au management de la performance durable, c'est d'intégrer finalement ces logiques-là d'analyse et de mise en discussion des résultats de ce type de baromètre dans les routines managériales, d'en faire un élément intégré finalement de management, de pratique managériale, au même titre qu'on va discuter de nos délais de traitement ou de la qualité de traitement des dossiers. Ça, c'est le step qui est en cours, avec des managers qui sont plus ou moins matures sur ces sujets, mais c'est pour ça qu'on investit énormément sur l'accompagnement de nos managers pour qu'ils soient des relais efficaces de ces politiques RH et de ces enjeux de performance sociale, et éviter finalement qu'on oppose d'un côté en injonction paradoxale, voire contradictoire, la performance du service public d'un côté et la performance de l'autre, la performance sociale de l'autre, en se disant à la place du manager, selon la personne à qui je m'adresse, je vais parler plutôt de l'un ou de l'autre. Le RH, lui, va vouloir que je parle de performance sociale, et puis mon manager va plutôt être campé sur la performance économique. On essaye de réunir les deux en montrant que l'approche ne peut être que vertueuse, parce qu'une équipe qui se porte bien, qui a un faible absentéisme, qui a un faible turnover, va produire, va délivrer un service de bien meilleure qualité et beaucoup plus performant. Alors au quotidien, justement, parce que vous avez quand même bien avancé dans cette, parce qu'on est quand même vraiment dans de l'innovation en termes de transformation culturelle, d'organisation, de pilotage, même au plus près. Et au quotidien, qu'est-ce qui t'inspire pour continuer à innover, justement? Avec toutes les limites qu'il peut y avoir dans une institution publique, mais quels sont les prochains leviers sur lesquels tu travailles? Les leviers actuels sur lesquels je travaille, c'est quand même toujours l'ancrage d'une forme de personnalisation des organisations de travail. Ça, c'est en réponse aussi aux nouvelles attentes des salariés. On a déjà été assez loin, puisqu'on a commencé le télétravail, nous, très tôt. À partir de 2014, j'ai signé mon premier accord télétravail. On en est déjà au quatrième, je pense. On a travaillé sur le développement du forfait jour, qui est encore faiblement utilisé dans le service public, à la différence des entreprises privées. On a travaillé sur la flexibilité des horaires, maintenant sur la semaine en 4 jours. Mais tout ça, c'est évidemment des contraintes pour le manager. Donc, même s'il en bénéficie à titre personnel et que ça aide à faire avaler quand même cette pilule-là. Donc, on continue à travailler sur l'ancrage de ces pratiques de personnalisation des organisations, veiller aussi à ce que ça ne dégrade pas le service public. On a quand même des obligations de service public et de permanence du service public qui, quand même, peuvent, à certains moments, limiter la liberté des salariés en matière d'organisation personnelle. Mais donc, il faut outiller le manager à pouvoir travailler sur du sur-mesure et de l'intégration de la singularité de ses collaborateurs en fonction justement des modalités et des dispositifs qu'on met à sa disposition. Ça, c'est une démarche forcément au long cours. Et puis, moi, ce qui m'intéresse, c'est un peu la face nord pour un DRH, c'est de dire, bon, ça c'est très bien, on a signé des accords, on a un dialogue social plutôt fertile, etc. Mais comment on arrive véritablement à faire en sorte que le manager soit véritablement à l'aise avec tout ça, transforme complètement sa manière de fonctionner, puisse passer véritablement d'un management très égalitaire à un management plus équitable, puisse passer d'une performance
très individualisé, puisqu'on a tous les outils pour mesurer la productivité individuelle, la qualité individuelle, etc., à une notion de performance collective qui soit un moteur d'engagement, un moteur de solidarité, qui est quand même un élément très fort dans ce que nous font savoir les salariés, c'est que la solidarité à l'intérieur de l'équipe est un moteur très très fort de motivation. Donc pouvoir s'appuyer là-dessus dans un contexte d'hybridation du travail qui éloigne un peu les collaborateurs et qui peut créer des risques. Donc ça, c'est des éléments, à mon sens, très importants. Il y a la question du management inclusif qui est corrélé à ça et qui contribue et qui concourt à de la performance durable parce que moi, je crois beaucoup à l'égalité des chances. On a des parcours très diversifiés au sein de nos organisations. On n'est pas comme certaines entreprises privées qui vont recruter dans une seule école, sur un seul diplôme, des profils d'ailleurs qui sont quand même, qui formatent beaucoup aussi les esprits, hein, et qui font que les personnes, les salariés vont réfléchir de la même manière. Nous, par la diversité des métiers, déjà, on ne peut pas s'autoriser ce type de réflexion. Et par ailleurs, on n'y croit pas. C'est-à-dire qu'on est convaincu que la diversité des profils, des horizons, des origines sociales, des diplômes, évidemment les différences aussi en matière de genre, etc., et d'âge vont enrichir finalement notre capacité à produire de la performance et à comprendre les Français parce qu'on s'adresse, nous, à de multiples catégories de gens et il faut qu'on les comprenne. Donc, on joue beaucoup là-dessus, mais pour le manager, ça aussi, c'est apprendre à jongler avec des attendus qui sont en plus en profonde évolution. Aujourd'hui, les questions de sexisme, par exemple, ne sont plus du tout traitées de la même manière dans le monde du travail qu'il y a 20 ans. Donc ça aussi, ça nécessite beaucoup d'engagement RH, de traduction, de sensibilisation, d'acculturation, de messages chocs aussi, et parfois de traitement exemplaire. C'est pas ce que je préfère faire, hein, mais parfois la tolérance zéro, ça doit être visible et ça doit s'exprimer aussi à travers de la sanction, voire de l'exclusion, le cas échéant. Alors, tous ces sujets, c'est intéressant et notamment, je vais faire un focus sur les managers. Moi, souvent, j'ai eu des retours de managers qui me disaient que c'était de plus en plus difficile pour eux pour appréhender cette multitude de thématiques et de sujets. Et il y avait la notion qui revient souvent de droit à l'erreur, de pouvoir se tromper, d'accepter cette notion. Est-ce que vous, à la CNAV, justement, pour porter des projets aussi impactants sur toutes ces dimensions, il y a cette logique aussi qui est intégrée? Oui, en tout cas, ce qu'on essaye, et ça fait partie un peu de mes leitmotivs, c'est le droit à l'expérimentation, le droit à l'erreur, évidemment, mais j'aime pas trop utiliser ce terme-là parce qu'on ne sait pas très bien jusqu'où ça va, le droit à l'erreur. Mais en Mhm. tout cas, le droit à l'expérimentation, c'est aussi pour ça qu'on avait expérimenté à un moment donné, même si c'était un peu lourd, un peu coûteux, l'intrapreneuriat au sein de l'assurance retraite. Ça avait beaucoup surpris parce qu'on se dit l'intrapreneuriat, c'est une start-up interne à l'intérieur d'une entreprise pour essayer, tenter quelque chose de nouveau qui dégagerait un nouveau business. Pour nous, ce n'était pas le cas. Même si on s'en approchait, parce qu'on avait fonctionné sur 2 saisons avec la direction de l'innovation sur 2 startups internes sur chaque millésime de séquence d'expérimentation, une tournée vers l'externe, vers nos clients, par exemple, essayer de faire réfléchir des salariés sur le Doctolib de l'assurance retraite, la prise de rendez-vous, et un sujet interne, par exemple, hacker l'entretien annuel d'évaluation. Cette logique d'intrapreneuriat, c'était justement de donner du pouvoir à des salariés volontaires qui avaient été triés sur le volet, mais sur casting et sur détermination, imagination, créativité de leur part et pas sur leur statut, sur leur niveau, sur leur positionnement dans l'organigramme, France entière. Et c'était de leur laisser un peu les clés du camion en disant, allez-y, vous êtes aidés par des coachs agiles, vous êtes aidés par des personnes qui vont vous expliquer comment travailler en mode agile pendant 7 mois, à raison d'1 jour par semaine en moyenne.
et qui vont finalement réinventer un dispositif, une offre de service ou un process interne. C'est ce que j'appelle le droit à l'expérimentation. Il faut que, parce que ça a été une très belle réussite, je trouve, en termes d'évolution culturelle, à tel point que d'ailleurs les expérimentateurs, les intrapreneurs ne voulaient pas forcément reprendre leur poste après l'expérience. Alors ça, du point de vue du manager, c'était peut-être un peu moins positif. Mais l'idée derrière, c'était de se dire, on démontre que dans un univers formaté, normé, y compris au manager, qu'on peut travailler autrement, qu'on peut laisser plus de latitude et qu'il y a de l'intelligence qui sort. Et de ce point de vue-là, la démonstration était plutôt bien faite. Alors, dans tout ça, tu as expliqué aussi que tu intervenais dans les écoles. Moi, j'aimerais bien, si tu veux, poser la question pour s'adresser aux jeunes RH et aussi aux étudiants qui veulent travailler demain dans le service public. Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil concret pour leur donner envie et voilà, de travailler, de s'impliquer dans le service public? Qu'est-ce que je peux donner comme conseil? Bon, généralement, il suffit de résumer un peu ce qu'on fait pour que les jeunes soient attirés par la fonction RH, compte tenu de sa diversité, compte tenu des tâches et des responsabilités qui sont les nôtres. Je pense qu'on n'a pas besoin de faire de longs discours. La description de ce qu'on fait suffit à elle-même. Mais en tout cas, innover en RH dans le service public, c'est transformer ce service public en terrain d'une humanité vivante. On ne le voit pas forcément comme ça de l'extérieur, où justement l'erreur devient un apprentissage, où le collectif peut inventer pas à pas le bien commun de demain, parce que le service public, c'est quand même ça sa vocation. Je trouve que ça ne peut que donner envie. Et c'est vrai que l'innovation RH, c'est pas une affaire d'outils, c'est pas une affaire de concept, c'est un chemin d'humanité. Ça consiste à accepter que l'organisation n'est jamais figée, et les services publics ne le sont pas, clairement, malgré les idées reçues, que les femmes et les hommes qui la composent portent en eux une créativité qui est malheureusement souvent insoupçonnée, et que la fonction RH, elle a à cœur de valoriser, d'autoriser cette créativité, là où on attend parfois justement de la rigidité, où on se représente de la rigidité. Et justement, ça peut être une formidable capacité à inventer d'autres manières de travailler, à réenchanter le lien entre l'individuel et le collectif. Et je trouve que le service public, de ce point de vue-là, il y a un formidable terrain d'expérimentation où on n'a pas constamment à l'esprit le chiffre d'affaires à court terme. En tout cas, c'était vraiment très riche et je te remercie vraiment Jérôme pour cette, je dirais plus que ce retour d'expérience, cette vision en fait, c'est quelque part, c'est incarne une vision, une nouvelle vision justement du service public. Ça fait plaisir à voir. Je te remercie vraiment pour ton partage et j'aimerais te demander, est-ce que tu as une pensée ou une note philosophique qui te vient à l'esprit, qui peut peut-être traduire un petit peu cette vision, justement, ce que tu incarnes? Alors, ce serait bien prétentieux de considérer que j'ai une vision philosophique, mais en tout cas, peut-être vraiment j'insiste sur le fait que euh, l'innovation en RH dans le service public, c'est vraiment euh, inventer le service public de demain et faire en sorte que cette fonction RH soit un espace où chaque voix peut devenir une étincelle. C'est aussi le sens de la relation humaine. Moi, je m'investis beaucoup en ce moment sur les questions de dialogue sur le travail, de mise en perspective du travail prescrit par rapport au travail réel. Et si la fonction RH arrive à fluidifier ces écarts qui sont historiques, hein, quand on est dans une organisation relativement normée par des process, des outils et des directives écrites,
finalement, remettre tout ça en dialogue, c'est justement recréer cette petite étincelle à l'échelle de chaque individu, de chaque collectif, et en faire un innovateur en puissance. Donc, c'est un peu ce qu'on essaye modestement de faire, parfois avec plus de réussite qu'à d'autres moments, il faut bien le reconnaître. C'est avec beaucoup d'humilité parce que je parlais tout à l'heure de face nord, c'est vraiment la face nord du travail RH, mais ça va bien au-delà que finalement travailler sur les fondamentaux du recrutement, de la formation, de la paye et de la gestion administrative et juridique. C'est mettre toutes ces expertises-là, qui restent extrêmement précieuses, au service d'une mission. Donc, je ne peux pas dire mieux que dans le service public, l'enjeu majeur, c'est de faire passer finalement cette gestion des ressources humaines à une mission de ressources humaines. Et je te remercie pour ce mot de la fin, en tout cas. C'était vraiment très riche. Moi, je me suis régalé à t'interviewer. J'espère que les auditeurs aussi, et j'en suis vraiment convaincu. Je te remercie infiniment, Jérôme, pour ton interview. Eh bien, merci à toi, Johan. Bonne soirée à tout le monde et à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Capital Humain 3.0. Si ce contenu vous a plu, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme préférée et à laisser un avis ou un commentaire. C'est le meilleur moyen de soutenir le podcast et bien sûr de le faire rayonner. Vous pouvez aussi retrouver tous les épisodes sur Ocha via le lien en description. Et si vous souhaitez réagir, proposer un thème ou intervenir dans un prochain épisode, contactez-moi directement sur LinkedIn. À très bientôt pour un nouveau voyage au cœur du capital humain.